Peter Pan de James Matthew Barrie. Chapitre 4. Le vol. La deuxième à droite, puis tout droit jusqu'à l'aube. Tel était, avait dit Peter à Wendy, le chemin jusqu'au pays du jamais. Mais même les oiseaux, munis de cartes qu'ils consultaient dans les recoins venteux, n'auraient pu le rejoindre avec de pareilles instructions. Peter, vous comprenez, avait simplement dit la première chose qui lui était passée par la tête. Au début, ses compagnons lui faisaient tacitement confiance, et les délices du vol étaient si grands qu'il perdait du temps à tourner autour des clochers des églises ou de n'importe quel objet élevé qu'il rencontrait en route et qui attirait leur caprice. John et Michael firent la course, et Michael prit la tête. Il se souvenait avec mépris qu'il n'y avait pas si longtemps, ils s'étaient considérés comme des champions simplement parce qu'ils avaient volé dans une chambre. Il n'y avait pas si longtemps, mais combien de temps? Il survolait la mer lorsque cette pensée se mit à perturber sérieusement Wendy. John estimait qu'il en était à leur deuxième mer et à leur troisième nuit. Parfois il faisait nuit, parfois il faisait jour, et tantôt ils avaient très froid, soudain ils avaient trop chaud. Est-ce qu'à certains moments ils avaient vraiment faim, ou bien faisaient-ils simplement semblant parce que Peter avait une façon si nouvelle et si amusante de les nourrir? Sa méthode consistait à poursuivre les oiseaux qui tenaient dans leur bec une nourriture convenable aux humains et à la leur arracher. Les oiseaux se mettaient alors à le poursuivre et à la lui arracher à leur tour. Et c'est ainsi que pendant des kilomètres, ils continuaient gaiement leur course-poursuite, se séparant pour finir en échangeant des serments mutuels de sympathie. Mais Wendy, vigilante et attentionnée, remarqua que Peter ne semblait pas savoir que c'était là une façon plutôt curieuse d'obtenir son pain et son beurre, ni même qu'il existait d'autres moyens. Certes, il ne faisait jamais semblant d'avoir sommeil, c'était vraiment le cas, mais pour l'instant, cela constituait un danger sitôt qu'il s'assoupissait, il dégringolerait. Le plus terrible, c'est que Peter trouvait cela très drôle. « Et le voici qui repart !» criait-il gaiement, tandis que Michael chutait soudain comme une pierre. « Sauve-le, sauve-le !» criait Wendy, regardant avec horreur la mer cruelle au loin au-dessous. Finalement, Peter plongeait à travers les airs et rattrapait Michael juste avant qu'il ne heurte la mer, et il s'y prenait d'une manière ravissante. Mais il attendait toujours jusqu'au dernier moment, et l'on sentait que c'était sa virtuosité qui l'intéressait, et non le fait de sauver une vie humaine. D'ailleurs, il adorait le changement, et le sport qu'il avait absorbé un moment cessait tout à coup de lui plaire, si bien qu'il y avait toujours une possibilité pour qu'à la prochaine chute, il vous laisse tomber. Lui, il pouvait dormir dans les airs sans déchoir, simplement en se couchant sur le dos et en se laissant flotter, mais c'était, au moins en partie, parce qu'il était tellement léger qu'en allant derrière lui et en lui soufflant dessus, on le faisait aller plus vite. « Sois plus aimable avec lui, » chuchota Wendy à John alors qu'il jouait à « Suivez le chef ». « Alors dis-lui d'arrêter de faire son malin, » dit John. Quand il jouait à « Suivez le chef », Peter volait au ras de l'eau et touchait en passant la queue de chaque requin, exactement comme dans la rue on peut suivre du doigt une balustrade de fer. Sur ce point, il ne pouvait pas l'imiter avec beaucoup de succès, si bien que cela revenait, peut-être, à faire le malin, d'autant qu'il ne cessait de regarder en arrière pour voir combien de queues ils avaient manqué. « Vous devez être gentil avec lui, » insistait Wendy auprès de ses frères. « Que ferions-nous s'il nous quittait ?»« On pourrait faire demi-tour, » dit Michael. « Comment ferions-nous sans lui pour trouver le chemin du retour ?»« Bon, alors on continuerait, » dit John. « Mais c'est bien le pire, John. Nous devrions toujours continuer car nous ne savons pas nous arrêter. » C'était vrai, Peter avait oublié de leur montrer comment s'arrêter. John dit qu'au pire du pire, tout ce qu'ils avaient à faire était d'aller tout droit, car la terre était ronde, si bien qu'à force ils finiraient par revenir exactement à leur fenêtre. « Et qui est-ce qui ira nous chercher à manger, John ?»« J'ai chipé un morceau au bec de cet aigle assez proprement, Wendy. »« Au 20e essai, » rappela Wendy. « Et même si on devenait meilleur pour attraper la nourriture, regarde comme on se heurte aux nuages et à toutes sortes de choses quand il n'est pas à côté de nous pour nous donner un coup de main. » Et en effet, ils se cognaient sans cesse. Ils pouvaient à présent voler avec fermeté, même s'ils faisaient encore beaucoup trop d'à-coups. Mais s'ils voyaient un nuage en face d'eux, plus ils s'efforçaient de l'éviter, plus certainement ils s'y heurtaient. Si Nana s'était trouvée parmi eux, elle aurait d'ores et déjà noué un bandage autour du front de Michael. Peter n'était pas avec eux pour le moment,
et ils se sentaient plutôt seuls là-haut, livrés à eux-mêmes. Ils pouvaient aller tellement plus vite qu'eux, qu'ils fusaient soudain hors de leur vue pour aller vivre une aventure à laquelle ils ne prenaient aucune part. Il redescendait ensuite, riant encore d'une phrase terriblement drôle qu'il avait dite à une étoile, mais il avait déjà oublié ce que c'était. Ou bien il revenait, couvert d'écailles de sirènes encore collées à lui, et pourtant incapable de dire avec certitude ce qui s'était passé. C'était vraiment très agaçant pour des enfants qui n'avaient jamais vu de sirènes. Et s'il les oublie aussi vite, souligna Wendy, pouvons-nous espérer qu'il continuera toujours à se souvenir de nous? De fait, il lui arrivait parfois, à son retour, de ne pas se souvenir d'eux, du moins pas clairement. Wendy en était certaine. Elle avait vu ses yeux s'illuminer en les reconnaissant de justesse, alors qu'ils étaient sur le point de les dépasser et de poursuivre son chemin. Une fois, elle dut même crier son nom. « C'est moi, Wendy !» dit-elle nerveusement. Il était réellement navré. « Dis donc, Wendy !» murmura-t-il. « Si jamais tu vois que je t'ai oublié, répète simplement « C'est moi, Wendy !» encore, et ça me reviendra. Bien sûr, cette solution n'était pas très satisfaisante. Cependant, pour faire amende honorable, il leur montra comment faire la planche sur un vent fort soufflant dans la bonne direction. Cette nouveauté leur fut si agréable qu'ils en firent l'expérience plusieurs fois, et ils découvrirent qu'ils pouvaient dormir, par ce moyen, en toute sécurité. D'ailleurs, ils auraient bien continué à dormir encore, mais Peter s'en lassait vite, et il criait bientôt de sa voix de capitaine « Tout le monde descend !» C'est ainsi que, se chamaillant de temps en temps, mais le plus souvent très joyeux, ils approchèrent du pays du jamais, car après bien des lunes ils l'atteignirent, ayant d'ailleurs suivi tout au long un chemin assez direct, peut-être pas tant grâce à la conduite de Peter ou de Clochette que parce que l'île était, elle aussi, à leur recherche. C'est seulement à cette condition que l'on peut aborder ces rivages magiques. La voilà, dit tranquillement Peter. Où ça? Où ça? Là où pointent toutes les flèches. En effet, 1 million de flèches d'or l'indiquaient aux enfants, toutes lancées par leur ami le soleil, qui voulait les assurer de leur chemin avant de les quitter pour la nuit. Wendy et John et Michael s'éteignaient en l'air sur la pointe des pieds pour saisir leur premier aperçu de l'île. Chose étrange à dire, ils la reconnurent tout de suite, et tant qu'ils restèrent sans crainte, ils la saluèrent, non comme une chose qu'ils découvraient enfin après longtemps rêvé, mais comme un ami familier qu'ils venaient retrouver chez lui pour les vacances. « John, le lagon est là. Wendy, regarde les tortues qui enterrent leur œuf dans le sable. Dis donc, John, je vois ton flamand qui a la jambe cassée. Regarde, Michael, il y a ta grotte. John, qu'est-ce que tu vois dans les broussailles? C'est un loup avec ses petits. Wendy, je crois que c'est ton petit louveteau. Il y a mon bateau, John, avec ses côtés enfoncés. Non, ce n'est pas lui. D'abord, on l'a brûlé, ton bateau. En tout cas, c'est bien lui. Dis donc, John, je vois la fumée du camp des Peaux-Rouges. Où ça? Montre-moi et je te dirai d'après les volutes s'ils sont sur le sentier de la guerre. Là, juste en face de la rivière Mystère. Je vois maintenant. Oui, c'est bien ça, ils sont sur le sentier de la guerre. Peter était un peu contrarié de voir qu'il en savait autant, mais s'il voulait reprendre le dessus, son triomphe était à portée de main. Car ne vous ai-je pas dit qu'ils furent bientôt gagnés par la peur? Elle vint au moment où les flèches disparurent, laissant l'île dans l'obscurité. Dans le bon vieux temps, à la maison, le pays du jamais avait toujours pris un air un peu sombre au moment du coucher. Des taches inexplorées surgissaient alors avant de s'étendre, des ombres noires se déplaçaient à l'intérieur, les cris des prédateurs se mettaient à rendre un son très différent, et, surtout, on perdait la certitude que l'on finirait par gagner. On était assez content d'avoir les veilleuses allumées. On appréciait même les explications de Nana, qui rappelait que ce n'était rien d'autre dans ce coin-là que la cheminée, et que le pays du jamais n'existait que pour faire semblant. Bien sûr, le pays du jamais n'existait à l'époque que pour faire semblant, mais était bien réel maintenant, et il n'y avait pas de veilleuse, et d'un instant à l'autre, il faisait toujours plus sombre. Et où se trouvait Nana? Ils avaient volé quelque temps séparément, mais à présent ils se blottissaient tous auprès de Peter. Il avait enfin renoncé à ses manières imprudentes, ses yeux brillaient et un frisson traversait les enfants chaque fois qu'il touchait son corps. Ils étaient maintenant au-dessus de l'île redoutable, volant si bas que, parfois, un arbre leur chatouillait les pieds. On ne voyait dans l'air rien de terrifiant, mais leur progression était devenue lente et laborieuse, exactement comme s'ils avaient dû frayer leur chemin contre des forces hostiles. Parfois, l'air les tenait suspendus jusqu'à ce que Peter le batte à coups de poing. « Ils ne veulent pas nous laisser atterrir, expliqua-t-il. « Qui donc » chuchota Wendy dans un frisson. Mais il ne pouvait pas ou ne voulait pas le dire.
Si Clochette était d'abord restée assoupie sur son épaule, maintenant il l'avait réveillée et envoyée à l'avant. Parfois il s'immobilisait dans les airs, écoutant attentivement, portant sa main à son oreille, puis il regardait de nouveau vers le bas avec des yeux si brillants qu'il semblait percer 2 trous dans la terre. Après cela, il reprenait sa route. Son courage était presque effrayant. « Ça te dirait de vivre une aventure, là, tout de suite ?» dit-il à John d'un ton désinvolte. « Ou est-ce que tu préfères prendre le thé d'abord ?» Wendy dit « Le thé d'abord !» en toute hâte, et Michael lui serra la main pour la remercier, mais John, plus courageux qu'eux, hésita. « Quel genre d'aventure ?» demanda-t-il prudemment. « Il y a un pirate endormi dans la pampa juste en dessous de nous, lui dit Peter. Si tu veux, on descend et on le tue. Je ne le vois pas, dit John après une longue pause. Moi, si. Imagine, dit John d'une voix étranglée, s'il se réveillait. Peter prit un ton indigné. Tu ne crois quand même pas que je le tuerai pendant son sommeil. D'abord, je le réveille et ensuite je le tue. C'est toujours comme ça que je m'y prends. Dis donc, tu en as tué beaucoup? Des tonnes. John dit d'enfer, mais résolut de prendre le thé d'abord. Il demanda s'il y avait beaucoup de pirates sur l'île en cet instant, et Peter dit qu'il n'y en avait jamais vu autant. Qui est le capitaine actuellement? Crochet, répondit Peter, et au moment de prononcer ce nom détesté, il prit un visage très sévère. J. Crochet? Ouais. C'est alors que Michael se mit à pleurer et John fut incapable de dire autre chose que Gloops, car ils connaissaient tous les deux la sombre réputation du capitaine Crochet. Il a été Bosco de Barbe Noire, murmura John d'une voix rauque. C'est le pire de tous, le seul homme que Barbecue eût jamais craint. C'est lui, dit Peter. À quoi est-ce qu'il ressemble? Est-ce qu'il est grand? Il n'est pas aussi grand qu'avant. Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai rétréci d'un morceau. Toi? Oui, moi, dit Peter sèchement. Je ne voulais pas te manquer de respect. Bon, ça va. Mais dis-moi, quel morceau? Sa main droite. Alors il ne peut plus se battre maintenant? Ah, si seulement. De la main gauche? Il a un crochet de fer à la place de la main droite, et avec ça, il hameçonne tout. Il hameçonne. Dis donc, John, dit Peter. Oui. Dis chef, oui, chef. Chef, oui, chef. Il y a une chose, poursuivit Peter, que chaque garçon qui sert sous mes ordres doit promettre, et il faut que tu la promettes aussi. John pâlit. Voilà, si nous rencontrons Crochet en combat singulier, tu dois me le laisser. Je te le promets, dit John en toute loyauté. Pour le moment, il se sentait moins mal à l'aise parce que Clochette volait avec eux et que, grâce à sa lumière, ils pouvaient se distinguer les uns des autres. Malheureusement, elle ne pouvait pas voler aussi lentement qu'eux, si bien qu'elle devait tourner en rond et il se déplaçait dans son cercle comme dans un halo. Wendy aimait assez cela jusqu'à ce que Peter en souligne les inconvénients. Elle me dit, annonça-t-il, que les pirates nous ont repérés avant la tombée de la nuit et qu'ils ont sorti Long Tom. Le gros canon? Oui. Et bien sûr, ils doivent voir ces lumières, et s'ils devinent que nous sommes dans les parages, ils sont certains de faire mouche. Wendy! John! Michael! Dis-lui de s'éloigner tout de suite, Peter! Crièrent les 3 enfants en même temps, mais il refusa. Elle pense que nous nous sommes perdus, répondit-il sèchement, et elle est un peu effrayée. Vous ne croyez pas que je pourrais l'envoyer voler toute seule alors qu'elle a peur? Pendant un moment, le cercle de lumière se brisa et quelque chose vint pincer la joue de Peter avec amour. Alors dis-lui, supplia Wendy, d'éteindre sa lumière. Elle ne peut pas l'éteindre. C'est à peu près la seule chose que les fées ne peuvent pas faire. Elle s'éteint d'elle-même quand elle s'endort, pareil que les étoiles. Alors dis-lui de dormir tout de suite, lança John, presque comme un ordre. Elle ne peut pas dormir, sauf quand elle a sommeil. C'est l'autre seule chose que les fées ne peuvent pas faire. Il me semble, gronda John, que ce sont justement les 2 seules choses qui vaillent la peine. Ici, il reçut un pincement, mais sans amour du tout. Si l'un d'entre nous avait une poche, dit Peter, on pourrait la mettre dedans. Cependant, ils étaient partis dans une telle précipitation que personne, parmi eux 4, n'avait de poche. Il eut une heureuse idée, le chapeau de John. Clochette accepta de voyager en chapeau à condition qu'on le tienne à la main. C'est John qui s'en chargea, bien qu'elle eût espéré être transportée par Peter. À présent, c'est Wendy qui tenait le chapeau, parce que John disait qu'il cognait contre son genou pendant le vol. Cette situation, nous le verrons, devait mal tourner, car Clochette ne supportait pas de devoir quelque chose à Wendy. À l'intérieur du haut de forme noire, la lumière était totalement occultée, et ils poursuivirent leur vol en silence.
C'était le silence le plus absolu qu'ils aient jamais connu, seulement rompu une première fois par un clapotis lointain dont Peter expliquait qu'il venait des bêtes sauvages qui buvaient au gué, et une seconde fois par un son sourd, qui aurait pu être celui des branches d'arbres grinçant les unes contre les autres, mais Peter dit que c'étaient les peaux-rouges qui aiguisaient leurs couteaux. Ces bruits cessèrent à leur tour. Pour Michael, la solitude était insupportable. Si seulement quelque chose faisait un bruit, pleura-t-il. Comme en réponse à sa demande, l'air fut traversé du déchirement le plus tonitruant qu'ils eussent jamais entendu. Les pirates avaient tiré Long Tom sur eux. Le rugissement du canon se répercuta à travers les montagnes et les échos semblaient crier sauvagement. « Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils » C'est donc très brusquement que les trois enfants terrifiés apprirent la différence entre une île pour faire semblant et la même île en vrai. Quand enfin les cieux retrouvèrent le calme, John et Michael découvrirent qu'elles étaient seules dans l'obscurité. John brassait l'air mécaniquement et Michael ignorait comment planait. « Est-ce que tu es touché ?» murmura John timidement. « Je n'ai pas vérifié encore, » murmura Michael en retour. Nous savons maintenant que personne n'avait été blessé. Peter, cependant, avait été emporté au large par le souffle du boulet, tandis que Wendy avait été happée vers le haut, sans autre compagnon que Clochette. En cet instant, Wendy aurait été bien avisée de lâcher le chapeau. Je ne sais si elle dévint à Clochette sur le coup ou si elle l'avait prémédité en chemin, mais elle jaillit immédiatement hors du chapeau et se mit à attirer Wendy vers son anéantissement. Clochette n'était pas entièrement mauvaise, ou plutôt, elle n'était totalement mauvaise qu'en cet instant, car elle pouvait être aussi entièrement gentille. Les fées doivent être tout l'un ou tout l'autre, car elles sont si petites qu'elles n'ont malheureusement de place que pour un sentiment à la fois. Elles ont néanmoins la possibilité d'en changer, à condition que le changement soit complet. À présent, c'était sa jalousie envers Wendy qui l'emplissait. Ce qu'elle lui disait dans sa langue pleine de tintements, Wendy ne pouvait bien sûr pas le comprendre, et je parie que c'étaient des gros mots, mais ils sonnaient très agréablement, et Clochette s'approchait et reculait, signifiant clairement « Suis-moi et tout ira bien ». Pauvre Wendy, que pouvait-elle faire d'autre? Elle appela Peter et John et Michael, et elle n'obtint en réponse que des échos moqueurs. Elle ignorait encore que Clochette la haïssait de toute la haine féroce d'une femme accomplie. Et donc, éperdue et maintenant hésitante dans son vol, elle suivit Clochette vers sa perte.